Napoléon Bonaparte. On le connaît comme l'empereur conquérant, le stratège de génie, mais beaucoup ignorent qu'il a aussi montré un intérêt marqué pour l'islam. Était-ce par fascination personnelle, par stratégie politique? C'est une question qui ressurgit aujourd'hui, et pas par n'importe qui. Louis Sarkozy, qu'on l'aime ou pas, dans son nouveau livre, il remet ce débat sur la table. Quand on entend Louis Sarkozy parler de cette facette méconnue de Napoléon, on est frappé par cette idée. Pourquoi un homme qui a redessiné l'Europe, un chef d'État au pragmatisme redoutable, s'est-il penché sur une religion qu'il ne pratiquait même pas? Qu'y a-t-il derrière ce geste? Une quête de sens? Un calcul pour s'attirer les faveurs des peuples musulmans? Ce qui est fascinant, c'est que derrière cette démarche se cache peut-être quelque chose de plus profond sur la manière dont les grands leaders utilisent les idées religieuses pour asseoir leur pouvoir. C'est une histoire qui interroge notre vision de la stratégie et de la sincérité. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue parmi les chercheurs de sagesse intemporelle. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un pouce bleu si ce type de réflexion vous parle. C'est grâce à vous que l'on peut continuer à explorer ensemble ces questions intrigantes. Restez bien jusqu'à la fin, car ce débat entre stratégie et conviction pourrait bien changer votre façon de voir l'histoire. Et le pouvoir, allons-y. Imagine la scène. Nous sommes en juillet 1798. Napoléon vient de poser le pied sur le sol égyptien. Le soleil tape fort, les soldats sont épuisés, et autour d'eux, une culture, une langue, une religion qui leur sont totalement étrangères. Mais Napoléon, lui, reste impassible. Il sait que cette terre est bien plus qu'un simple terrain de conquête. Il est une porte d'entrée vers l'Orient, un monde riche en histoire, en savoir, en croyances. Et dès son arrivée, il prend une décision surprenante. Il crée l'Institut d'Égypte, un centre de recherche pour étudier la culture et les sciences locales. Il assiste même à des cérémonies religieuses, salue les chefs religieux et affiche un respect total pour les traditions islamiques. Il déclare alors « Nous sommes les vrais amis des musulmans ». Cette phrase résonne encore aujourd'hui comme un paradoxe. Comment un conquérant européen, figure d'autorité militaire, pouvait-il se revendiquer ami des musulmans? Pour comprendre cette démarche, il faut se rappeler que Napoléon n'était pas seulement un chef de guerre, c'était aussi un stratège psychologique. Il savait que pour conquérir l'Égypte, il ne pouvait pas se contenter de briser les lignes ennemies. Il devait aussi gagner l'esprit et le cœur des Égyptiens. Cette phrase « Nous sommes les vrais amis des musulmans » est plus qu'une déclaration de sympathie. C'est un geste politique. Napoléon sait que la force brute ne suffit pas toujours. Il a compris que le respect des croyances locales pouvait être un levier de stabilité. Mais est-ce pour autant une preuve de sincérité? C'est là que les avis divergent. Certains historiens y voient une forme d'adaptation pragmatique. D'autres décèlent un véritable intérêt pour la culture islamique. Et peut-être qu'au fond, c'est un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que Napoléon a su utiliser cette fascination pour l'Orient comme outil pour asseoir son autorité. C'est fascinant de voir comment un homme capable de mener des armées avec une poignée de fer pouvait, dans le même temps, afficher une ouverture d'esprit si marquée envers une culture qui n'était pas la sienne. Peut-on dire que cette démarche était purement stratégique? Ou est-ce que, quelque part, Napoléon cherchait aussi à comprendre cette civilisation qu'il côtoyait? C'est ce paradoxe qui rend l'histoire si passionnante. Et pour aller plus loin, il faut se plonger dans les lectures mêmes de Napoléon. Car derrière ce geste politique, il y a aussi des livres, des idées, des réflexions qui ont nourri sa curiosité pour l'Orient. Et si l'on explorait ensemble cette bibliothèque intrigante? Quand on plonge dans la bibliothèque de Napoléon, on découvre quelque chose d'étonnant. Parmi les ouvrages stratégiques,
les traités de droit et de classiques européens, il y a aussi des livres sur l'islam, des traductions du Coran, et même des textes orientaux. Pour un homme profondément ancré dans la culture occidentale, pourquoi s'entourer de lectures aussi éloignées de ses racines? C'est là que l'histoire devient intéressante. Napoléon n'était pas seulement un chef de guerre ou un législateur, c'était aussi un esprit curieux, avide de comprendre les mondes qu'il conquiert. Cette bibliothèque reflète un désir d'aller au-delà des apparences, de saisir ce qui fait la force et l'identité d'une culture. Il lisait pour anticiper, pour se préparer mentalement aux défis politiques et culturels qu'il rencontrait. Et quelque part, ce rapport au texte islamique, c'est aussi une manière d'explorer l'altérité. Et si on réfléchit bien, on n'est pas si loin des enjeux actuels. Aujourd'hui, encore, comprendre l'autre, c'est déjà faire un pas vers l'anticipation. Prenons par exemple les leaders modernes qui, face à la mondialisation, se documentent sur les cultures et les religions avant de négocier. C'est stratégique, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement calculateur. C'est aussi un moyen de créer des ponts, de dialoguer sans imposer. Dans un monde où les échanges culturels sont omniprésents, cette démarche de Napoléon n'est pas si éloignée de la nôtre. La connaissance est une arme, pas une arme d'oppression, mais une arme d'intelligence. Comme le disait Napoléon lui-même, l'imagination gouverne le monde. Ce n'est pas seulement rêver, c'est aussi comprendre la vision des autres pour mieux construire la sienne. Alors oui, la question reste ouverte. Était-ce une stratégie purement politique ou une quête de sens plus profonde? Peut-être les deux. Peut-être que dans cette recherche de compréhension, Napoléon espérait aussi trouver des réponses pour lui-même, un équilibre entre la conquête et la réflexion. Et aujourd'hui, quand on voit les dirigeants, les entrepreneurs ou même les penseurs qui cherchent à comprendre des cultures éloignées pour mieux travailler ensemble, on réalise que cette idée reste puissante. Est-ce purement pragmatique? Peut-être. Mais c'est aussi une preuve que pour bâtir quelque chose de durable, il faut commencer par apprendre, par s'ouvrir. Et si on se demandait pourquoi cela fascine encore aujourd'hui, pourquoi ce débat sur Napoléon et l'islam continue de susciter autant de passion? Pour le comprendre, il faut examiner non seulement l'homme, mais aussi l'héritage qu'il laisse. C'est ce qu'on va explorer ensemble dans la prochaine partie. Dans la partie précédente, on a vu comment la réflexion de Napoléon sur l'islam n'était pas seulement théorique. Ses lectures, sa curiosité intellectuelle, tout ça, ce n'était pas juste pour remplir sa bibliothèque. C'était pour nourrir sa stratégie, pour préparer son esprit et à gérer des situations complexes. En gros, réfléchir pour mieux agir. Et c'est exactement là que ça devient intéressant pour nous aujourd'hui. À Sagesse intemporelle, on explore justement cette idée. Comment la réflexion peut devenir une arme redoutable dans notre quotidien. Parce que s'interroger, comprendre, ce n'est pas se perdre dans des pensées sans fin. C'est se donner des moyens de prendre des décisions plus éclairées, plus alignées avec nos valeurs. Napoléon, comme d'autres grands leaders, utilisait la religion et la culture pour renforcer son pouvoir. Certains diront que c'est de la manipulation, d'autres verront en lui un esprit ouvert, capable d'adaptation. Alors, était-il sincère ou simplement pragmatique? Peut-être un peu des deux, et c'est là que notre réflexion prend tout son sens. Prenons un exemple concret. Imaginez un dirigeant aujourd'hui qui doit négocier avec un pays aux coutumes très différentes des siennes. S'il se contente d'imposer son point de vue, il risque de tout bloquer. Mais s'il prend le temps de comprendre l'autre, sa culture, même si ce n'est pas sa conviction personnelle, il augmente ses chances de trouver un terrain d'entente. C'est là que la réflexion devient action. Vous voyez, il ne s'agit pas juste de penser pour penser, c'est penser pour mieux faire. Chez Sagesse intemporelle, on croit que réfléchir
ne nous éloigne pas du monde. Au contraire, ça nous rend plus efficaces, plus humains. Et si on appliquait ça tout de suite? Voici un mini défi pour vous. Pensez à une situation récente où vous avez réagi sans vraiment réfléchir. Ça peut être une conversation tendue, une décision prise trop vite. Prenez 2 minutes pour vous demander: qu'est-ce que vous auriez pu comprendre avant d'agir? Quel détail vous a peut-être échappé? C'est une petite habitude à prendre, mais elle peut tout changer. Comme on aime à le rappeler ici, réfléchir, ce n'est pas rester immobile, c'est se préparer à agir mieux. Cette capacité à s'adapter sans se renier, c'est un vrai atout. Et ça nous mène à nous interroger. Pourquoi ce débat sur Napoléon et l'islam continue-t-il de nous fasciner aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut explorer l'héritage que cette stratégie laisse dans notre monde moderne. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Imaginez un instant, vous êtes dans un café, entouré de discussions animées. Un groupe de jeunes débattent avec passion. Le sujet: Napoléon et l'islam. Pourquoi cet intérêt soudain? Pourquoi ce retour aux stratégies de l'empereur 2 siècles plus tard? C'est simple, un livre vient de sortir, Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président français. Il relance le débat avec son ouvrage, qui explore les facettes méconnues de Napoléon. Et ce qui frappe, c'est cette question: Napoléon, stratège pragmatique ou homme de conviction? Ce n'est pas juste un débat d'historiens, c'est une réflexion qui nous concerne tous, parce que dans notre monde actuel, comprendre les motivations profondes des leaders, qu'ils soient politiques ou économiques, c'est crucial. Qu'est-ce qui les pousse vraiment? La quête de pouvoir? La volonté de rassembler? La recherche d'un sens plus grand? Napoléon, dans son approche de l'islam, a peut-être utilisé cette ouverture comme un levier pour asseoir son autorité. Mais peut-on réduire son attitude à une simple stratégie de conquête? C'est là que ça devient fascinant. Peut-être que ce besoin de comprendre l'autre, de lire les textes qui ne lui étaient pas familiers, révèle aussi un désir plus profond d'élargir son propre horizon. Et aujourd'hui, on se pose les mêmes questions. Pourquoi certains dirigeants cherchent-ils à s'immerger dans des cultures étrangères avant de négocier? Pourquoi des entrepreneurs à succès passent-ils du temps à lire des philosophes d'autres continents? Parce qu'ils savent que l'ouverture d'esprit est une force et que pour bâtir des alliances solides, il ne suffit pas d'imposer sa vision. Ici, sur Sagesse Intemporelle, c'est ce qu'on fait. Dépasser les évidences, aller plus loin dans la compréhension des choix et des stratégies. Parce que réfléchir, c'est déjà agir. Et parfois comprendre l'intention d'un leader, c'est saisir comment il parvient à marquer l'histoire. Alors Napoléon, sincère ou manipulateur, ce qui est sûr, c'est que ce débat nous force à interroger notre propre manière de voir le monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Napoléon était-il sincère dans son intérêt pour l'islam ou voyait-il juste une opportunité politique? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Et si cette réflexion vous a interpellé, pensez à vous abonner pour mieux continuer à explorer ensemble ces questions intemporelles. On va maintenant tirer des leçons de ce parcours fascinant pour conclure notre réflexion. Quand on regarde de plus près le parcours de Napoléon, on se rend compte d'une chose. Ce qui fait la force d'un leader, ce n'est pas seulement sa capacité à conquérir des territoires, mais aussi sa faculté à comprendre ce qu'il souhaite rallier à sa cause. C'est cette dualité qui fascine encore aujourd'hui. La stratégie froide, d'un côté, et de l'autre, cette curiosité presque intime pour des cultures qui ne lui appartiennent pas. Au final, on est face à un paradoxe passionnant. Napoléon est-il sincère dans son intérêt pour l'islam ou utilisait-il simplement cette fascination comme un outil pour asseoir son pouvoir? Peut-être les deux, parce que parfois les convictions et les stratégies se mêlent, comme 2 rivières qui finissent par se rejoindre. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est exactement cette complexité qui fait écho
à notre propre parcours. Parce qu'en réalité, nous aussi, on jongle souvent entre des idéaux et des actions concrètes. Parfois, on s'ouvre à d'autres perspectives, par sincérité, parfois par nécessité. La vraie question, c'est comment trouver un équilibre qui nous permet de rester fidèles à nous-mêmes tout en avançant vers nos objectifs. C'est ça la leçon à retenir. Pour devenir un leader, que ce soit dans sa propre vie ou dans un projet plus grand, il faut savoir conjuguer réflexion et action. L'ouverture d'esprit n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Et c'est en cherchant à comprendre les autres qu'on apprend à se comprendre soi-même. Si cette réflexion vous a inspiré, pensez à aimer cette conversation. Abonnez-vous pour continuer ce voyage intellectuel avec nous. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Napoléon, stratège ou homme de foi? Et si vous voulez prolonger l'échange, rejoignez le canal Telegram où l'on débat ensemble de ces sagesses intemporelles et de leur impact sur nos vies aujourd'hui. D'ailleurs, si ce sujet vous a intrigué, je vous recommande une autre vidéo qui explore des grands leaders qui utilisent des idées philosophiques pour inspirer le changement. Vous allez voir, c'est un autre angle fascinant sur la puissance de la réflexion dans l'action. À bientôt parmi les chercheurs de sagesse intemporelle, on continue d'avancer ensemble.